Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision Labari pour suivre cette édition. Mais d'abord les titres. L'opposition politique et la majorité s'accusent mutuellement à travers des déclarations. Les leaders d'opinion appellent à la retenue. La convention collective au centre de la rencontre des cadres de communication qui se tient au palais du Congrès. Les débats ont eu lieu autour de cette question. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. La guerre médiatique est engagée par la classe politique nigérienne qui se caractérise ces derniers jours par des débats identitaires qui suscitent des vives réactions de la part des différentes couches sociales du pays. Une situation que déplorent les leaders d'opinion qui lancent d'ailleurs un appel à la retenue. Dossier signé Souleymane Mounibarma. Je parle de M. Hamamadou et de M. Seyni Omar. Ils appellent à la haine ethnique, ils appellent dans des meetings publics. Où était-il, Bazoum et Massaoudou, quand Issouf lui-même disait à l'endroit des populations de Tawa, Guntum Katerinka, Yahi Sadi Kabani. Jamais de l'histoire du Niger, une situation de crise politique n'a pris une tournure aussi plus grave comme celle à laquelle l'on assiste ces derniers temps dans ce pays où les deux bords politiques s'accusent mutuellement avec des déclarations qui tendent à attiser le feu. Un acte vivement déploré par la société civile. Ces propos sont absolument combattus par notre Constitution. Si réellement on dispose des preuves à des propos de ce genre, mais on n'a pas besoin de faire une polémique inutile pour embrouiller le peuple davantage. Nous, il suffit tout simplement d'aller devant la justice. Elle tranchera, point. Mais, vous savez, d'abord, l'absence de retenue est le propre de notre classe politique. Deuxièmement, comme tous ils ont les mêmes méthodes, ils ont les mêmes pratiques. Et que malheureusement, c'est les élections en fait de 2016 qui pointent à l'horizon. C'est ça qui justifie leur agitation de part et d'autre. Des réponses de berger à la bergère, des déclarations à la déclaration, les deux camps n'appellent pas à l'apaisement. Et c'est là, nous, en tant que société civile, en tant que défenseurs des droits de l'homme, notre droit et nos devoirs, c'est de jouer à l'apaisement pour que les gens reviennent sur la même table et discuter intellectuellement de manière politique. Les problèmes politiques, on les règle politiquement. On a tout vu dans ce pays. Mais quand vous voyez les propos de certains, soit de l'opposition et de la majorité, c'est des propos purement scandaleux et dangereux. La tolérance et la retenue ne doivent pas être des vains mots pour la classe politique nigérienne qui doit en principe se référer aux situations de crise que connaissent les pays voisins, d'où cet appel. S'il nous faut situer les responsabilités, moi, à mon sens, le président de la République doit être au-dessus de la mêlée. Le président de la République, lui, en tant que chef de l'État, garant de l'unité nationale et de la cohésion nationale, il ne devrait pas écouter certains de ses ténors, certains parmi ses entourages qui appellent, qui mettent du pétrole dans le feu. Parce que quand tu écoutes certains, dont nous avons des considérations pour eux en tant que sages, mais quand tu vois leurs propos, quand même, ce n'est pas des propos de nature à apaiser la tension ou à apaiser cette crise dans laquelle aujourd'hui les Nigériens ou les politiciens plongent ou veulent plonger le pays. Donc, le président, il est responsable, l'unique responsable. Moi, je n'ai plus foi à cette classe politique. Maintenant, s'il croit en Dieu, vraiment qu'il croit la paix et qu'il y ait un minimum de retenue et qu'il se donne des lignes rouges correspondant à l'intérêt général pour nous permettre de progresser. Nous, ce n'est pas les élections notre problème. Nous, c'est un État qui peut se développer, c'est un État où les citoyens seront fiers de leur État qui nous intéresse. Et pour être fiers, il faut
que nous nous sentons citoyens à part entière, avec nos droits et nos devoirs. L'islam, qui constitue la religion pratiquée par la plus grande majorité des Nigériens, condamne non seulement tout débat identitaire, mais recommande aussi aux musulmans une vie conforme aux principes religieux. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà scellé une amana au sein de nos communautés et au Niger, parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la fondation de la famille, qui est le mariage, il n'y a pas de barrière entre les ethnies. Et par conséquent, c'est une grosse erreur que d'évoquer cet aspect, et quel qu'en soit l'usage qu'on veut en faire. Et même s'il arrive, ça peut arriver, c'est un décalage de langage, ça doit être considéré comme erreur. Dans notre ensemble, nous devons chercher à remblayer ce trou et à effacer ce problème. Nous devons, comme en travail de fourmi, chercher à solutionner ce problème, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit également: aidez votre frère, donc qu'il ait commis l'injustice ou qu'il ait subi l'injustice. Donc c'est très important, ce qui pèse sur nous, et c'est cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre ensemble: waltakum minkum ummatin yad'una ila al-khair, que soit ici de vous une communauté qui appelle au bien et interdit le blâmable. Voilà le devoir qui pèse sur chaque individu, homme ou femme. Et le Coran nous dit également: les musulmans sont frères, il faut réconcilier d'entre vous. À l'allure de l'évolution de cette situation, il est du devoir de l'ensemble des citoyens de mettre l'intérêt national au devant de toute considération, ce qui interpelle la classe politique nigérienne à se conformer aux dispositions de la Constitution, loi fondamentale de la République. La vague d'interpellation des journalistes à la police judiciaire se poursuit encore. 3 de nos confrères, Abdrazak Idrissa, Moussa Hassan et Hawa Megari, tous de la radio Amfani, se trouvent dans le locaux de la police judiciaire. Ils ont été interpellés probablement à une interview accordée à Ismaël Salifou, membre du SINASEP, lui aussi interpellé. Relativement à cette interpellation de Ismaël Salifou, la coordination nationale des contractuels de l'éducation CNCE a animé cet après-midi un point de presse pour éclairer l'opinion nationale. La précision avec Assoumana China et Cheb Guissou. Ce point de presse de la CNCE est une réaction à chaud suite à l'interpellation d'un de ses membres à la personne d'Ismaël Salifou ce mercredi dans son établissement. Un acte que la double structure qualifie de condamnable et qui ne va pas la faire fléchir dans son noble combat, celui de la conquête pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Le camarade était dans son école et qu'il avait agi au nom d'une structure légalement reconnue, et il était sur le terrain syndical dans l'exercice légal donc de sa carrière en tant que syndicaliste. Il n'y a pas lieu, il n'est pas un clandestin, il a un chef, il a des contacts. La structure en question a un siège, n'est-ce pas, et nous recevons régulièrement des correspondances. Je crois qu'il serait plus responsable de s'adresser à la structure et que le camarade, en toute responsabilité, n'est-ce pas, aille pour répondre des actes, si tant est que les actes qu'on lui reproche, effectivement, méritent une interpellation. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous sommes engagés effectivement à continuer la lutte. Cela ne va pas nous intimider, cela ne va pas nous décourager dans le combat noble et légitime que nous avons engagé pour la restauration de l'image de l'enseignant, pour la conquête des acquis qui vont améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants nigériens, et cela ne constituera pas en tout cas une entrave en tout cas à cette volonté de continuer le combat. Ce point de presse a été aussi une occasion pour la coordination nationale des contractuels de l'éducation pour déplorer les décrets ministériels portant suspension des salaires des enseignants admis au spécial A. Nous avons appris avec amertume et réprobation la publication de deux arrêtés par le ministère de la fonction publique portant suspension des salaires à plus de 300 camarades admis au spécial A. Alors même qu'à l'issue d'une rencontre
que la coordination de CEPRAS et du FISEN ont eu avec les responsables du ministère en charge des enseignements primaires, un comité a été mis en place pour mener des réflexions par rapport à cette question et trouver des réponses appropriées et consensuelles. Et c'est pendant ce temps que le gouvernement sort avec ses arrêtés de suspension donc de salaire de nos camarades. Nous estimons là également que c'est une violation du partenariat qui existe entre le gouvernement et nous. Et en tout cas, avant l'Assemblée générale prévue pour le vendredi 14 à Diadosékou, nous allons en tout cas sortir en tant que CEPRAS et en tant que CNCE pour donner les réponses appropriées au gouvernement, parce que nous ne pouvons plus continuer, comme je l'ai dit, à fermer les yeux sur cet état de fait. Face à cette situation, la CNCE appelle ses membres et la CEPRAS à beaucoup plus de mobilisation pour contrecarrer la menace qui guette la liberté d'expression dans notre pays. La lutte continue, tous unis. Au troisième jour de la rencontre annuelle des cadres de la communication qui se tient au palais de congrès de Niamey, les participants ont débattu aujourd'hui de plusieurs thèmes, dont un est axé sur la convention collective de la presse, mise en œuvre et perspective. Pourquoi ça traîne? Que faire? Tels sont entre autres points développés par les participants, nous précise Ibrahim Tikire et Chebou Guissou. La convention collective de la presse, modalité de mise en œuvre et perspective au menu de communication de la rencontre des cadres de la communication. Présentée par Ibrahim Souletaï, la thématique a suscité des échanges souvent très virulents mais enrichissants entre les participants. Deux positions se dégagent. D'abord, les employeurs qui ont argumenté sur leur préalable, conditions sine qua non leur permettant vers la signature de la convention collective de la presse. Je l'ai dit et je répète, au nom de tous les promoteurs, en tout cas de mon association, les promoteurs sont pour la convention collective. Et la raison, vous avez très bien vu, M. Taï est là, dans l'établissement, quand on établissait l'avant-projet de la convention collective, il y a un certain nombre d'avantages que les promoteurs ont voulu accorder aux journalistes, qui n'était pas accordé par la loi. M. Taye a parlé tout de suite de l'indemnité de licenciement qui était de 20, de 35, de 40. Mais c'est avec les promoteurs qu'on a élevé ça à 35, à 40, à 50. Donc les promoteurs sont pour la convention collective, madame. Là où il y a eu des problèmes, c'est au niveau de la grille indemnitaire. Au niveau de la grille salariale, il n'y a eu aucun problème. Puis les journalistes très remontés contre leur patron qui tarde à aller vers la convention collective de la presse. On est obligé d'aller vers cette convention si nous voulons des journalistes crédibles, professionnels, conscients et responsables. Quand on accepte d'aller à quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'on est capable. C'est parce qu'on sait qu'on est capable. Quand on est incapable, là, on ne peut pas aller. Voilà pourquoi certains ont posé certaines conditions qui peuvent bien être remplies. Le mois dernier, je parle sous le contrôle de certains ici, j'ai convoqué tous les DG des groupes radio et télé. Et je leur ai précisé avant de venir à la avant même qu'ils ne viennent à la rencontre, j'ai dit je n'accepte pas que quelqu'un se fasse représenter. Ils sont venus tous. Seul Moustaka qui s'est excusé parce qu'il avait une obligation avec RFI n'a pas pu participer. Et ils sont venus, on a mis ça sur la table. Tous étaient d'accord sur le principe. Et moi, je leur ai dit, écoutez, ce n'est que... en fait, c'est mon avis que j'ai donné. J'ai dit, ce n'est qu'un texte. Oh, allons-y, signons. Dans la pratique, on verra ce que ça va donner. Parce que comme on l'a dit, on l'a répété ici depuis 3 jours, ce n'est pas faire des beaux textes le problème, c'est l'application. Aujourd'hui, je vous assure que les promoteurs sont pas là. Ils sont prêts à aller. On verra sur le terrain ce que ça va donner. Mais sinon, on ne s'est jamais opposé à aller à une convention collective. Et je veux aussi que mes jeunes frères comprennent. Je leur ai toujours dit ça. Personne, ni l'État, personne ne peut obliger quelqu'un à aller signer ça. Et j'ai souvent donné l'exemple terre à terre. J'ai dit c'est comme si vous voulez prendre une fille à mariage. Vous n'allez pas, personne ne peut l'obliger, personne ne peut obliger le garçon aussi à la prendre. C'est les deux qui s'entendent. Et c'est comme ça dans notre cas, les promoteurs et les employés. Il faut que les deux là accordent leur violon. Ils vont dire bon, allons-y. Et c'est seulement en ce moment que ça peut aller. Je propose
qu'il faut que l'État paye une partie des salaires des travailleurs privés. C'est comme ça que ça peut marcher la convention collective. Vous ne pouvez pas demander à un média de payer grassement un journaliste alors que lui-même il n'a rien. Là, sur la publicité, c'est vrai, si on enseigne ça, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut que l'État paye ou prenne la charge d'une partie des salaires. Parce que de toute façon, l'État doit nous garantir un emploi. Alors si d'autres peuvent nous payer 40%, il faut que l'État paye les 70% ou les 70%. Processus incontournable pour protéger les journalistes de toute tentative d'achat de conscience, la convention collective de la presse traîne, notamment dans sa phase d'application. Qu'il soit du côté du ministère de la Communication, des promoteurs de radio et télévision privée, l'on brandit des exigences dont il faut solutionner. Si chaque partie montre sa bonne foi dans les discours, alors ensemble vers la mise en application de la convention collective de la presse. Classement mondial 2014 de la liberté de la presse des Reporters sans frontières RSF, le Niger occupe la 48e place, régressant de 5 par rapport au précédent classement. Alassane Ibrahim a lu pour nous ce rapport et voici ce qu'il nous propose. Le classement mondial de la liberté de la presse 2014 des Reporters sans frontières RSF, rendu public ce mercredi 12 février. Un rapport qui ne déroge pas à sa tradition. Le classement est livré sur fond d'argumentaire judicieux et qui offre aux lecteurs un panorama des plus exhaustifs sur l'état de la liberté de la presse à travers le monde. 2014, 180 pays sont classés et on y apprend d'entrée de jeu l'existence d'une corrélation négative entre les conflits armés et la liberté de l'information. En contexte d'instabilité, poursuit le rapport, les médias constituent des objectifs et des cibles stratégiques pour les groupes ou individus qui tentent de contrôler l'information en violation des garanties apportées par les traités internationaux. Dans cette démarche liberticide, la Syrie, 177e au classement, n'arrive qu'avant le tristement célèbre trio du bas de classement composé du Turkménistan, de la Corée du Nord et de l'Érythrée. Loin des terrains de conflit, nous rapporte le même document, plusieurs pays se prévalent de l'argument sécuritaire pour restreindre abusivement la liberté de l'information. Le rapport cite en exemple les États-Unis qui perd sa 13e place pour la 46e. S'y ajoutent le Royaume-Uni, Israël et la Turquie. En Afrique, 2013 a été marqué par quelques évolutions législatives louables comme en Afrique du Sud. Là-bas, explique le rapport, le président a refusé de signer une loi liberticide pour les médias et, conséquence heureuse, le pays remonte à la 42e place, s'adjugeant ainsi 11 places vers le haut du classement. En Afrique toujours, tout n'est pas rose pour autant. Le Mali poursuit sa chute vertigineuse pour atteindre la 122e place, la République centrafricaine 109e qui recule de 43 places, le Kenya qui perd 18 places et le Tchad 139e qui s'est distingué en 2013 par des arrestations et poursuites abusives contre les journalistes, indique le même classement. Et le Niger dans ce rapport, il n'est hélas guère mieux loti. En effet, de sa superbe et enviable 29e place en 2012, il chute à la 43e en 2013 et le voilà à la 48e dans ce dernier classement. Et ce n'est pas fini, me diriez-vous. Les arrestations tout azimut des journalistes ces derniers temps ne sont pas de nature à renverser la tendance et augurent d'un classement 2015 à venir dans lequel le Niger s'enfoncera inéluctablement dans les profondeurs abyssales et dégradantes de la queue du classement. La signature de la montagne de la table, toute belle et toute riche en symboles soit-elle, n'y fera rien. Pour cause, et comme le dit l'adage, tous les actes ont des conséquences et la 7e République au Niger a tort de l'oublier.
Et puis cette brève, le jardin de la Maison des Nations Unies a servi de cadre cet après-midi à la fête des enfants. Une fête organisée chaque année par l'association du personnel de l'UNFPI, du PAM et du PNUD à l'intention de leurs enfants à l'occasion du Nouvel An. Cette année, la manifestation de réjouissance a été rehaussée par la présence des enfants du village SOS de Niamey. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos éditions de demain. L'ambassade de France au Niger, la Fondation Jean Rouch et le Centre culturel franco-nigérien CCFN présentent Jean Rouch 2014, mémoire vive du 14 au 28 février prochain. Au menu des projections, de colloques et des expositions. Ce matin, une conférence de presse a été organisée au CCFN Jean Rouch de Niamey pour déjà annoncer le couleur. Le résumé avec Youssouf Omar et Omar Moussa. Il faut descendre bien au sud, à 500 km. Jean Rouch faisait partie des précurseurs du cinéma nigérien. Amoureux de la culture nigérienne, ce Français d'origine décida de passer le reste de sa vie au Niger. Décédé en 2004, le Centre culturel franco-nigérien CCFN le commémore en projetant ses films et organisant des débats sur sa personne. Ce qui sera particulièrement aussi intéressant tout au long de la programmation, c'est que ça va être une programmation, je pense, plutôt vivante. Dans le sens où il y a suffisamment de témoins au Niger et de jeunes générations intéressées par ce patrimoine étudié par Jean Rouch pour interagir avec l'œuvre, la déconstruire ou l'analyser. L'idée, c'est de faire une conférence pluridisciplinaire où on regardera le travail de Rouch de différentes manières, sa contribution aux sciences sociales, son héritage filmique, son regard anthropologique, sa fiction dans le cinéma aussi, bien que ses documentaires. De Niamey à Aérou, en passant par Firgoun et Bandiagara, partout où Jean Rouch a séjourné et laissé des traces, ses films ont été projetés. À Aérou, on a eu à faire 3 projections, dont les films sont Jaguar et Brise-Glace et Petit à Petit. Donc là-bas, on a rencontré les enfants, les personnages des films de Jean Rouch, à savoir Douma Besso, Lam, Tarnou Mazouran et Ino Gaudel. On a aussi rencontré une actrice qui est dans Jaguar, Hawa Soule, qui est actuellement vivante et avec laquelle on a fait une projection à sa devanture. Parce qu'elle est très vieille, elle ne pouvait pas se déplacer, donc on lui a fait un honneur de faire une projection à sa place, à la devanture de sa maison. Donc après la projection, on a eu à faire un feedback avec elle pour recueillir ses émotions et comment elle voit les films et comment elle a vécu avec Jean Rouch. Avec de la cendre, Taïrou, le chef bandes sonores, œuvres écrites et visuelles, jusqu'ici non connues du public, seront découvertes au cours de cette programmation Rouge 2014, Mémoire vive, qui commence le 14 février. Personne, et surtout le mal, ne pourra pas y entrer. Il n'y a que Sidiki et lui, qui à l'intérieur pourront fabriquer les choses graves et méchantes, le poison Nagui. De la culture au sport, c'est juste un pas et c'est pour parler du judo avec cette conférence de presse cet après-midi de la Ligue régionale de cette discipline. Objectif, éclairer l'opinion nationale sur les démarches entreprises par certains membres du bureau sortant de la Fédération nigérienne du judo en vue de permettre au président en fin de mandat de briguer un 3e. Le virus de la division a attaqué la Fédération nigérienne du judo dont le bureau exécutif est en léthargie. La Ligue régionale de Niamey se mobilise pour stopper le processus de prolongation du mandat du président de la FENI Judo en fin de mandat depuis 2013. Il y a des statuts eux-mêmes trafiqués à Zender parce que le tripatouillage des textes a commencé au lendemain de la réunion de l'Assemblée générale de juillet 2005. Et la Ligue de Niamey a relevé aussi le fait que dans les nouveaux faux statuts, la limite du mandat a sauté. Or, le sport au Niger est régi par un certain nombre de textes, dont l'arrêté numéro 20, ministère de la Jeunesse et Sport, du 18 avril 1988. Et cet arrêté dit clairement, en son article
43 que le mandat du comité exécutif est de 3 ans. Les membres sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles. Et le même article précise, toutefois, aucun membre du comité exécutif ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Nous avons donc dit, au ministère, ça ne va pas. La Ligue régionale de Niamey fustige ce qu'elle a appelé la situation imposée à la fédération depuis un certain temps avant de relever certains manquements. Nous voulons juste que le ministère de tutelle constate que le judo nigérien est en train de mourir. Malgré les importants moyens injectés dans les compétitions internationales, je le répète, il n'y a plus de podium pour le Niger depuis 2006. Et ceux qui faisaient cette fierté, c'est des gens que l'équipe qui a cédé en 2004 a formé et envoyé à Rabat. Nous lançons encore une fois un appel de détresse à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, dont jusqu'ici en tout cas l'impartialité est avérée. Le bureau de la Ligue régionale de Niamey du judo a rejeté en bloc les textes taillés sur mesure afin de permettre au président sortant de briguer un 3e mandat, ce qui n'est pas du tout conforme au texte en vigueur de la FENI Judo, estime la Ligue de Niamey. Point final de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.